C'est la crinière du lion qui nous caractérise. Et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. On fait partie du paysage, de 80 ans d'âge. Mais les crocs du lion sont toujours aiguisés, acérés, attisés par un glorieux passé. La flamme qui vit dans nos cœurs ne connaît pas d'extincteur. À l'origine du professionnalisme et du championnat de France, on est longtemps resté une référence. Notre lion a engendré des lionceaux, premier club à se doter d'un centre de formation. 3 coupes et 2 titres nationaux majeurs, quelques aventures européennes et pour l'heure des talents disséminés un peu partout, pas d'écran, une fierté, c'est comme ça, par chez nous. La crinière du lion, une couronne. Bonsoir à toutes et à tous, on est ensemble de 18h à 20h pour votre émission Soyons Sport, où on va parler bien évidemment, vous l'avez compris, de sport. On va revenir sur ce qui s'est passé du côté du football, on va parler des championnats européens. On va aussi regarder ce qui s'est passé en Ligue des Champions la semaine dernière. On va revenir un petit peu sur cette finale qui va bientôt arriver entre deux clubs anglais. On verra ça tout à l'heure. On va également revenir sur ce qui s'est passé en Ligue 1 ce week-end. Il y a pas mal de choses, pas mal de suspense dans cette Ligue 1 pour les dernières journées. Bien évidemment, la page Ligue 2 avec en fil rouge le FC Sochaux-Montbéliard qui est en déplacement du côté de Clermont. C'est moins un match pas évident. On va voir ce match assez très compliqué pour les Sochaliens. On va revenir également, on va parler du championnat amateur, soit on va parler du National 3 car on va accueillir le nouvel entraîneur du Besançon Football. J'ai nommé Benoît Pensier qui sera avec nous au téléphone. Bon, ça rappelle déjà, mais non, attendez un petit peu qu'on vous donne le menu de cette émission. On va bien évidemment continuer, comme je le disais, avec Benoît Pensier, donc l'entraîneur du Besançon Football, qui vient d'arriver, qui vient de s'engager avec le club byzantin. On reviendra avec lui un peu sur son actualité et puis également l'actualité du club du Besançon Football. On va s'intéresser au handball également avec 2 matchs qui avaient lieu ce week-end du côté du Palais des Sports avec les filles de SBF qui recevaient Metz. Et puis également on va revenir avec le grand Besançon de handball qui livrait un match, le dernier à domicile face à Nice. C'était donc la dernière de l'entraîneur Dragan Zovko et puis également d'autres joueurs. On en reparlera dans cette fin d'émission. On va fermer le jingle d'émission, on va dire, c'est la chanson de KLX et qui est vraiment sympa, mais on a besoin de s'écouter. Bonsoir Fred. Salut Fred, bonsoir à tous. Bon, comment ça va? Bon, écoute, ça va. Ça va bien? Nickel, oui. Sous la pluie, quoi. Oui, approche d'un nouveau long week-end, là, d'un nouveau Oui, long j'espère qu'il week-end va être prolongé. Bon, là, le week-end était ensoleillé. Par contre, aujourd'hui, c'est très, très, très pluvieux. Mais bon, C'est la période des c'est Saintes comme ça. Glaces qu'on appelle ça. Exactement. Oui, journée de semaine de l'Ascension. Oui, c'est ça. Il faut attendre que ça passe un petit peu. Bon, tu as suivi un petit peu ce qui s'est passé dans la planète football, la planète handball, la planète sport. Oui, ça a beaucoup général. bougé. Au niveau foot français, ça a pas mal bougé ces jours-ci. Ah, ça bouge, là, forcément, on s'approche de la fin. Tout le monde est chaud bouillant sur les terrains, un peu partout. Ah oui, en plus. Surtout en Ligue 2, c'est la dernière ligne droite en plus. Ah oui, la Ligue 2, c'est la dernière journée la semaine prochaine. Ce samedi, pour être précis, à 20h. Puisqu'ils seront tous à 20h, on peut dire tout de suite. Toutes les rencontres seront à 20h, donc on connaît déjà une équipe qui monte. Mais là, on va faire notre petit tour des championnats européens. Et on va commencer par l'Angleterre. L'Angleterre, on en reparlera tout à l'heure quand on va parler de la Ligue des Champions. Oui, il y en a qui me disent le live n'est pas lancé sur la page Facebook. Oui, c'est vrai, exact. Parce que j'ai oublié de cliquer Autant pour nous. sur le bouton. Donc j'espère que ça va se lancer. Voilà, c'est parti. Ça se lance. Ah, oui. On fait tout ici. Hein. On bascule, on s'occupe de la table de mixage, on est obligé de un peu tout regarder. C'est ça aussi le charme des radios locales. On va maintenant regarder ce qui s'est passé, comme je vous le disais, en Première Ligue lors de cette 35e journée qui avait commencé ce vendredi 7 mai avec tout d'abord Newcastle qui est allé s'imposer du côté de Leicester City 4-2. Ça y est, Fred est tombé. Ça va Fred? T'es pas tombé de ta chaise? Non, ça va. Alors oui, comme je vous disais, Newcastle qui a battu Leicester City 4-2. À 13h30, Leeds United ce dimanche a battu Tottenham 3-1. Décidément, pour cette équipe de Tottenham, ça ne va pas très bien.
Crystal Palace est allé s'imposer du côté de Sheffield United 2-0. Chelsea est allé battre Manchester City. Alors vous verrez tout à l'heure que ça sera la finale, je vous le dis tout de suite, la finale de la Ligue des Champions, mais vous le savez déjà. Donc Chelsea est allé battre Manchester City et Manchester City est diminué avec Agüero qui a voulu faire une panenka, mais qui s'est complètement raté. Et c'est les hommes de Thomas Tuchel qui se sont imposés. Liverpool a battu Southampton 2-0. Et puis, ça, c'était ce samedi, pardon. Là, ça va être ce dimanche. Wolverhampton a battu Brighton 2-1. Manchester United est allé s'imposer du côté d'Aston Villa 1-0. Et puis, on a également Everton qui est allé s'imposer du côté de West Ham 1-0. Et Arsenal a battu West Bromwich 3-1, ce qui fait que West Bromwich se retrouve en Championship la saison prochaine. Je vais vous donner le classement de cette première ligue avec Manchester City en tête avec 80 points, suivi de Manchester United 70 points. Chelsea 64 points, on retrouve 4e Leicester City 63 points. Et en bas de classement, on retrouve 18e Fulham 27 points. On a 19e West Bromwich 26 points. Et puis 20e Sheffield United 17 points. Les deux derniers sont relégués en Championship la saison prochaine. Du côté du classement des buteurs, Harry Kane de Tottenham, on est à 21 buts, suivi de Mohamed Salah, 20 buts. Mohamed Salah, que le PSG est dessus. Mais enfin, on allait me dire, c'est les rumeurs en ce moment, donc tout le monde est un peu sur tous les joueurs. Et puis également Bruno Fernandes, qui lui, j'ai pas dit Brian ce soir, je ne me suis pas trompé, Bruno Fernandes en est à 17 buts. J'avais tendance toujours à l'appeler Brian, mais bon, ça c'est des leçons d'anglais, voilà, quand j'étais un petit peu plus jeune, qui reviennent à la surface. Avec tout d'abord, c'est terminé pour cette page. Non, il restera une journée, pardon, j'ai oublié la 35e journée, ce lundi 10 mai. Fulham recevra Burnley à partir de 21h. Du côté de l'Angleterre, comme je vous le disais, c'est donc West Bromwich qui part en Championship la saison prochaine. Donc les Gunners sont marqués par Smith Rover, 29e minute de jeu, Pepe 35e et Willian 90e minute de jeu. Et oui, West Bromwich se retrouvera en Championship la saison prochaine. Direction l'Espagne, cette fois-ci, on va regarder ce qui s'est passé dans la Liga pour cette 35e journée également qui débutait ce vendredi avec la Real Sociedad qui a battu Elche 2-0. Alaves et Levante qui font match nul 2 buts partout. Pas de vainqueur entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, 0 partout. Cadix a battu Huesca 2-1. L'Athletic Bilbao et Osasuna font match nul 2 partout. Et puis Eibar est allé battre Retafe 1-0. Le FC Valence a battu le Real Valladolid 3-0. Et le Celta Vigo est allé battre Villarreal 4-2. Et du côté du Real de Madrid qui recevait le FC Séville, eh bien, pas de vainqueur dans cette partie. Match nul, 2 buts partout. Il restera une journée pour cette 35e journée. Ce sera donc le Betis Séville qui recevra l'équipe de Grenade à partir de 21h, ce lundi 10 mai. Au classement, ça donne que l'Atlético Madrid est toujours en tête avec 77 points, mais attention, ça remonte aussi derrière avec le Real de Madrid qui en est à 75 points. Troisième, le FC Barcelone, 75 points. Donc, qui peut prédire qui va être champion du côté de l'Espagne? Ça va être compliqué. En tout cas, ça va être un beau challenge pour toutes ces équipes avec le FC Séville qui est quatrième à 71 points et qui peut aussi lui revenir. La Real Sociedad est cinquième avec 56 points. En bas de classement, on retrouve Huesca en 18e position avec 30 points. Elche 19e avec 30 points également. Et Eibar 20e avec 29 points. C'est très serré aussi en Espagne avec Alaves qui est 16e avec 32 points. Retafe 15e avec 34 points. Et on a un peu plus devant 14e Levante avec 39 points qui semble tout de même sauvé pour cette saison. Lionel Messi en est à 28 buts au classement des buteurs. Karim Benzema à 21. Et puis Moreno de Villarreal en est à 21 buts également. Eh bien, c'est tout ce qu'on pourrait dire sur le championnat espagnol. Direction la Serie A, cette fois-ci, avec tous les résultats de cette 35e journée. Oui, qu'est-ce que tu veux? Voilà, Fred, attendez, Fred, il me fait Jusqu'au traverse la Méditerranée pour l'Espagne à l'Italie. Ah, c'était ça le signe que tu me faisais? On prenait le bateau, alors, c'est ça? Ou l'avion, peut-être, pour être plus rapide, parce qu'il faut traverser une partie de la mer. Pas très écologique, de toute façon, les deux transports. Pour l'instant, c'est un peu impossible de le faire. Dans l'état, ou alors à la nage. De... Ou alors à la nage, c'est quand même plus écologique, mais... Faut pas qu'il y ait des tempêtes au milieu. Oui, puis l'eau doit être un peu fraîche pour le moment. On ira un peu plus tard. Avec du côté de la Serie A pour cette 35e journée, je vous donne tous les résultats avec l'Udinese et Bologne qui font match nul, 1 but partout. Naples est allé battre la Spezia 4-1. L'Inter de Milan a étrillé la Sampdoria de Gênes 5-1.
La Fiorentina a battu la Lazio de Rome 2-0. Sassuolo est allé s'imposer du côté du Genoa 2-1. L'Atalanta Bergame est allé s'imposer du côté de Parme 5-2. Vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de buts aussi en Serie A. Et la Vérone et le Torino font match nul, 1 but partout. Cagliari est allé battre Benevento 3-1. L'AS Rome a corrigé Crotone 5-0. Et puis le Milan AC est allé s'imposer du côté de la Juventus du Turin 3-0. D'ailleurs, la fédération italienne va peut-être exclure carrément, c'est ce qu'on entendait aujourd'hui, exclure la Juventus de Turin du championnat suite à son engagement du côté de la Super League. Donc on va suivre cette affaire. Et puis il restera pas de journée. On a joué toutes les rencontres pour cette 35e journée. Et du côté du classement, l'Inter de Milan est donc, comme on vous l'a dit la semaine dernière, champion avec 85 points. Deuxième, l'Atalanta Bergame, 72 points. Troisième, le Milan AC, 72 points. Quatrième, Naples, 70 points. Cinquième, la Juventus de Turin avec 69 points. Et puis en bas de classement, on retrouve 18e, 19e et 20e. Benevento, 31 points. Parme, 20 points. Et puis Crotone avec 18 points. Oui, tu voulais dire. Ça fait bizarre pour la Juve de se retrouver au 5e. J'ai l'impression qu'il lâche un peu là. Alors, habituellement, on les retrouve soit premier ou soit dans le 2e ou 3e rang, mais la 5e. Ouais, on a l'impression que. Pour les hommes de Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, tu fais bien, c'est un enchaînement. Tu m'as tendu la perche. Je vais continuer le classement des buteurs et puis après, on reparlera justement de la Juventus de Turin et puis son entraîneur. Cristiano Ronaldo qui en est à 27 buts. Muriel de l'Atalanta Bergame, 21 buts. Et puis. Vlahovic de la Fiorentina avec 21 buts. Alors oui, on parlait de la Juve, justement Pirlo, Andrea Pirlo. D'ailleurs, mais là on va parler plutôt de son fils, parce que vous savez, on en a parlé déjà, les problèmes sur les réseaux sociaux, les gens qui sont malveillants et qui font des menaces et tout. Et le fils de Andrea Pirlo a été menacé et on écoute justement ce que dit l'entraîneur italien Andrea Pirlo à ce sujet. Je suis dans cet environnement depuis de nombreuses années. Je sais ce que signifie une personnalité publique. Ce genre d'insultes venant de personnes qui se cachent derrière un téléphone ou un clavier, ce n'est pas nouveau pour moi. Je suis désolé pour mon fils, car il n'a rien à voir avec cela, et il paie le fait d'être mon fils. Je suis habitué à cela et je lui ai expliqué qu'il ne devait pas y prêter attention. C'est devenu un problème social. Nous devons continuer à vivre en espérant que ces personnes changent un jour de mentalité. Pour que le monde devienne meilleur. Bon, vous avez vu que c'est un petit peu compliqué. On voit plein de choses sur les réseaux sociaux. Et puis après, qu'on s'attaque à la famille, qu'on s'attaque déjà à l'entraîneur, les joueurs, c'est déjà pas normal. Mais en plus qu'on s'attaque à leur famille, c'est encore plus scandaleux. Donc c'est ce que disait Andrea Pirlo, l'entraîneur italien, qui pourrait bien être limogé. Ce sont nos confrères de Maxi Foot qui nous donnent cette information. Les heures d'Andrea Pirlo à la tête de la Juve sont-elles comptées? C'est un point d'interrogation. C'est vrai qu'il est plus que jamais critiqué après l'humiliation subie contre le Milan AC, comme je vous l'ai annoncé avec la défaite 3-0. L'entraîneur piémontais se retrouve donc sur la sellette. C'est le journal La Stampa qui annonce que l'ancien milieu de terrain pourrait être limogé dans les prochaines heures et remplacé provisoirement par Igor Tudor, actuellement dans le staff en vue des derniers matchs. Après, on parlait aussi d'Allegri qui pourrait revenir du côté de la Juve. Justement, c'est une information qui reste à confirmer, parce que Pirlo, qui refuse de démissionner, ne devrait plus, comme je vous disais, être sur le banc des Bianconeri pour la saison prochaine. Et ces dernières semaines, c'est vrai que le nom de Massimiliano Allegri revient avec insistance du côté de la Juventus de Turin. Donc on verra si cet entraîneur italien va revenir du côté de la Juventus de Turin. On va continuer notre petit tour. On quitte l'Italie et là on remonte un petit peu plus haut. Là on ne traverse pas la mer parce qu'on va du côté de l'Allemagne. Donc là on passe par la forêt. Là. Oui, on va passe par les montagnes. On traverse l'Autriche parce qu'il monte pas parce qu'il n'y a pas de frontière avec l'Italie. Tu connais tout, toi. Tu connais toute la géographie. On va dire traverser le Tyrol puis un peu puis la Bavière. Non, ça me rappelle des mauvais souvenirs, ça, le Tyrol, la tyrolienne. Au service militaire, c'était pas forcément des bons souvenirs. On pouvait perdre des chevilles.
Mais bon, ça va. C'est pas la même chose que le Tyrol en Autriche. C'est pas tout à fait pareil. On continue, et puis on va s'intéresser à ce qui s'est passé du côté de l'Allemagne, avec la 32e journée, avec tous les résultats. Stuttgart qui a battu Augsbourg 2-1, Hoffenheim qui a battu Schalke 04 4-2, Wolfsburg a battu l'Union Berlin, ça c'est l'équipe de Maxence Lacroix, 3-0. Le Werder de Brême et le Bayer Leverkusen, pas de vainqueur dans cette partie, on reste à 0 partout. Le Borussia Dortmund a battu Leipzig 3-2, et ça c'était une rencontre importante car grâce à cette défaite, le Bayern Munich est donc champion d'Allemagne. Et le Bayern Munich a étrié, lui, par contre, le Borussia Mönchengladbach 6-0. Fribourg est allé battre ce dimanche Cologne 4-1. L'Eintracht Francfort et Mayence font match nul 1 but partout. Et le Hertha Berlin et l'Arminia Bielefeld font match nul 0 partout. Il restera pas de rencontre. Il restera juste une rencontre en retard de la 31e journée. Ce sera ce mercredi 12 mai entre Schalke 04 et puis l'Hertha Berlin. À savoir que Schalke 04 est déjà relégué en Bundesliga 2 la saison prochaine à partir donc de 18h. Le Bayern Munich est en tête et donc champion d'Allemagne avec 74 points, suivi de Leipzig qui est à 10 points derrière, 64. Troisième, Wolfsburg, 60 points. Quatrième, le Borussia Dortmund, 58 points. Et cinquième, l'Eintracht Francfort, 57 points. En bas de classement, on retrouve l'Arminia Bielefeld, 31 points. Le FC Cologne, 29 points. 18e, Schalke 04 qui est déjà relégué avec 13 points. Du côté débuteur, Robert Lewandowski du Bayern Munich en est à 39 buts. D'ailleurs, il va quitter le Bayern Munich. Donc plusieurs, bien sûr, on cite un peu toujours les mêmes. Manchester City, le Paris Saint-Germain, même le FC Barcelone, j'ai vu, était susceptible d'accueillir le goleador, parce qu'on peut l'appeler comme ça, tellement il marque de buts. Il en est déjà pratiquement à 40 en Bundesliga. Le deuxième, Haaland, lui aussi cherche un point de chute pour la saison prochaine. Du Borussia Dortmund en est à 25 buts. Et André Silva de Francfort avec 25 buts également. Bon, ça t'a plu, Fred, ce petit tour d'horizon des championnats avec le Bayern Munich champion d'Allemagne pour la... on va même pas le dire tellement ça en fait. Bon, on connaît déjà deux champions européens puisque... Oui. Et après l'Inter, on a le Bayern. Oui, après la Serie A. Bon, le Bayern, c'est régulier, mais l'Inter, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas été champions d'Italie. Hein. Oui, d'ailleurs, ça a été la fête partout à Milan, du côté des interistes, parce que, comme tu l'as dit, ça fait quand même, je crois que c'est la 19e fois qu'ils sont champions. Oui, c'est la 19e. Je vais regarder à quand remonte le dernier titre de l'Inter avant cette saison, bien sûr. Mais voilà, 19 fois champions, donc forcément... Bon, c'est pas qu'ils avaient plus l'habitude, mais ça fait quand même beaucoup d'années où ils ont vécu des saisons compliquées. Et là, en tout cas, ils ont fait c'est un peu comme le Milan AC aussi. Ils ont connu un peu des hauts et des bas aussi. Là, tu vois, ils commençaient par une belle saison. Et puis là, sur la fin, là, ils reviennent un peu. Mais ils ont eu un moment, ils ont eu un trou d'air, comme on appelle ça. Ça arrive un peu à toutes les équipes cette saison. C'est leur premier titre depuis 2010 à l'Inter. Oui, c'est ça. Donc, parce que depuis, c'était souvent la Juve, donc depuis qui succède un peu à la période Juve, quoi, on peut dire. C'est vrai que la Juve a trusté un peu tous les titres ces dernières années, un petit peu moins sur la scène européenne, mais ils ont gagné beaucoup. Mais l'Inter était vice-champion d'Italie la saison dernière. Oui, c'est ça. Ils ont fini deuxième derrière la Juve, justement. Donc cette année, ils sont devant la Juve. Bravo à eux. On va continuer un petit peu, on va sortir des championnats européens, même si ça a été sympa de faire ce petit tour d'horizon. Et puis on va surtout s'intéresser, et on va parler un petit peu Ligue des Champions cette fois-ci, car il s'est passé des choses dans la semaine. Allez, un petit coup d'hymne, parce que franchement, celui-là, voilà, on l'adore.
Il est beau cet hymne quand même. Hein. Ça fait du bien quand on l'entend. Hein. On se dit qu'on va avoir un grand match. Bon, pas toujours, hein, mais non. Généralement, c'est quand même des grands matchs. Ce sont des grands joueurs également. Donc, ce sont toujours souvent des belles affiches en Ligue des Champions. Eh bien, on va parler de ces affiches car c'était les demi-finales retour. Tout d'abord entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a défait à l'aller 2-1 au Parc des Princes avec des buts un petit peu bizarres, hein, faut quand même se l'avouer. Et ils partaient pour créer l'exploit, les Parisiens. De toute façon, ils n'avaient pas d'autre choix. Eh bien, ils ne l'ont pas créé l'exploit car ils se sont inclinés 2-1 dans cette partie. 2-0, pardon. Je ne vais pas leur mettre un but alors qu'ils n'en ont pas marqué. D'ailleurs, ils n'ont eu aucun tir cadré dans cette partie. Et on va s'intéresser un petit peu à tout ce qui s'est passé durant cette partie, notamment avec le résumé, si vous n'avez pas pu suivre cette rencontre entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. C'était chez nos confrères d'RMC Sport. Les Parisiens vont chercher haut avec Di Maria, le pressing. Il a raison. Attention, quand même, là, il est parti il n'y est pas les Navas. Il n'y est pas les Navas, c'est Zinchenko. Et le premier sur le ballon, l'arrivée de De Bruyne. L'arrivée de Kevin De Bruyne, c'est contré par Florenzi. Riyad Mahrez derrière. C'est terrible. La plus mauvaise entame possible pour le PSG. Riyad Mahrez, encore lui. C'est dur, première action des Citizens et ça fait la différence. Neymar encore, Di Maria, il a le temps de centrer. Allez Marquinhos, là-bas. Marquinhos dans les airs, dans son jardin là, quand il est en altitude, Marquinhos. Il est resté au sol, Presnel Kimpembe. Ouais. Le renvoi, il est raté, Di Maria. Mais c'est pas vrai. L'occasion parisienne encore. Incroyable. Quelle opportunité là. Quel cadeau d'Ederson dont les Parisiens n'ont pas su profiter. Marquinhos. Passe encore. Allez, Abdou Diallo encore face à Walker. Le centre en retrait avec Herrera. Il prend sa chance, Ander Herrera. City qui pourra être sacré champion d'Angleterre samedi en cas de victoire sur Chelsea. Ce sera à 18h30 sur RMC Sport 1. Gundogan décale Riyad Mahrez. Allez, pas maintenant, Navas. Et Bernardo Silva. C'était dévié. Et quand on connaît la réussite des Mancuniens. La passe de Marquinhos, interception de Fernandinho. Il y a encore un coup à jouer là pour City. Et le petit ballon éloigné par Paredes. Foden et Navas. Allez. Bien battu Di Maria, bien battu. Va. Neymar. Tout de suite. Neymar, il emmène le ballon, faut finir maintenant Neymar. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et la belle défense de Zinchenko, City. Toujours aussi intraitable. C'est pas possible. Allez, ça joue avec Di Maria, le petit ballon, le centre. Walker est arrivé derrière. Quel sauvetage encore. Ruben Dias. Lui c'est un monstre. C'est une muraille. Ouais. Allez, le petit ballon de Neymar, c'était vers Marquinhos. Je pense offensivement ça donne plus d'options, ça c'est sûr. Attention, encore la perte de balle de Florenzi. Attention là, ils sont complètement déséquilibrés. Attention, deuxième poteau. De Bruyne. Attention, Foden, deuxième poteau. Ça va trop vite pour le Paris Saint-Germain. Et Manchester City s'ouvre le chemin d'une première finale de Ligue des Champions. Le rêve parisien est en train de s'évanouir dans la nuit de l'Etihad Stadium. C'est dur, mais on le sentait. Encore une perte de balle de la part de Florenzi. Il faut être précis, Jérôme, il ne faut pas perdre de ballon. Foden, le contrôle orienté. Foden face à Kimpembe. Foden. De Bruyne. Attention. Foden et Navas évitent la correction.
Et oui, c'est donc la rencontre, comme l'ont dit les commentateurs sur RMC Sport, oui, Manchester City était plus fort que le Paris Saint-Germain, mais c'est aussi avec des matchs comme ceux-là qu'on apprend. Il va falloir peut-être changer de philosophie du côté du Paris Saint-Germain. Et on va écouter tout de suite le double buteur de cette soirée, Riyad Mahrez du côté de Man City, lui, le natif de la région parisienne. Première finale dans l'histoire du club, première finale depuis votre arrivée aussi au club. C'était une belle victoire sur les 2 matchs. Ouais, je pense que c'est mérité sur les 2 matchs, on mérite de passer. Voilà, on a su être efficace au moment où il fallait et voilà, on a fait la différence. Je pense qu'aujourd'hui, première mi-temps, on était moyen, encore une fois, et deuxième mi-temps, on a su relever notre niveau et on peut marquer 3-4 buts et voilà, après, ils ont perdu un peu leur nerf et ils ont pris un rouge. Ça nous a un peu facilité la tâche après, quand il restait peut-être 20 minutes ou 15 minutes. Donc, ouais, je pense que sur les 2 matchs, c'est mérité et voilà, on mérite d'aller en finale. On vous a vu parler avec Benjamin Mendy à la fin du match. Qu'est-ce que vous êtes dit? Vous êtes dit Non, parce qu'à la mi-temps, il m'a fait 2-3 reproches, j'avais pas trop aimé. Non, mais ouais, après, je lui ai dit de se calmer, c'est tout. Avec les 2 buts, le but au match aller déjà, après ces 2 buts ce soir, vous avez fait très mal au PSG sur les 2 matchs. Est-ce que c'est votre meilleure saison finalement, même depuis que vous êtes arrivé ici à City, mais même avant, est-ce que vous avez rarement joué à ce niveau-là comme ça? C'est sûr que marquer dans les grands matchs, dans les grands moments, c'est ce qu'on veut quand on est footballeur, c'est quand on est jeune, c'est de quoi on rêve et voilà. Après voilà, j'ai réussi à marquer 3 buts sur les 2 matchs. C'est bien pour l'équipe, je pense que, comme j'ai dit, voilà, on a été très très solide quand même sur les 2 matchs. Et voilà, on a su être efficace et on mérite de passer. Merci Mahrez. Merci. C'était Riyad Mahrez, le joueur de Manchester City. Et là, on va écouter un Parisien, le milieu de terrain espagnol de cette équipe du Paris Saint-Germain, Ander Herrera. Déception ce soir avec cette élimination, vous avez des regrets peut-être par rapport au match aller plus qu'au match de ce soir? Je pense qu'on a été la meilleure équipe pendant 70 minutes. On a essayé tout, on a joué bien, on a joué avec les ballons, on a essayé tout, on a attaqué, on a créé des problèmes contre une équipe qui joue très bien. Donc je pense qu'on peut partir ici avec la tête, c'est pas en français, avec la tête haut, non? Donc on est triste bien sûr, mais c'est pas facile d'être finaliste la dernière session et entre les 4 meilleures équipes cette saison. Qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser encore, pour aller chercher une équipe comme Manchester City, pour aller en finale? Plus d'efficacité peut-être dans les derniers gestes? Je pense qu'on ne doit pas changer ce qu'on a fait aujourd'hui. On a joué bien, on a attaqué, on a créé des occasions, beaucoup de centres la première mi-temps et beaucoup de ballons entre lignes, on a créé des problèmes, on a fait tout, mais c'est vrai, c'est toujours, il y a des choses pour améliorer toujours, ça c'est sûr. Et comme j'ai déjà dit, c'est pas facile d'être entre les 4 meilleures équipes d'Europe encore une fois. La dernière saison entre les 2 et cette saison entre les 4. Maintenant il faut se reconcentrer pour aller chercher le titre de champion, la Coupe de France. Il y a encore des choses à aller faire dans cette fin de saison. Bien sûr, on a encore des titres pour lutter. Et on va essayer tout. Et on doit gagner tous les matchs. Tous les matchs sont finales pour nous. Et ça, c'est la chose qu'on doit faire. Merci, Ander. Et une chose, je voudrais parler qu'on parle de respect. Et on parle de respect toujours avec les arbitres. Et il a dit fuck off à Leandro Paredes. Et je voudrais dire que si on dit ça, c'est sûr qu'on a une sanction de 3-4 matchs. Merci Ander. Oui, il y a eu un débat, soi-disant que l'arbitre aurait peut-être insulté Leandro Paredes, Verratti également. Donc bon, après, l'UEFA a dit le contraire. Donc, on en restera là. Avec une finale 100% anglaise, puisque dans l'autre rencontre, Chelsea a battu le Real de Madrid 2-0, alors qu'au match aller, ils avaient fait un match nul, un but partout, les hommes de Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, quand même, c'est quand même, on va dire, c'est historique, car avec 2 clubs différents, il va jouer la Ligue des Champions sur 2 saisons différentes également,
avec Thiago Silva qui sera dans les rangs également de Chelsea et qui la saison dernière était du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est quand même pas mal ça, Fred. Thomas Tuchel qui va rejouer une finale de Ligue des Champions après celle du PSG la saison dernière. Oui, c'est vrai en plus. On va peut-être parler d'un autre ex-entraîneur du PSG aussi qui aurait pu... qui est en finale aussi de l'Europa League. Qui connaît la même chose, qui va connaître la même chose quoi. Exactement, c'est Unai Emery qui a fait 0-0 du côté d'Arsenal et qui s'était qualifié au match aller en battant cette équipe d'Arsenal et qui sera encore en finale. Mais bon, lui c'est un habitué de l'Europa League, il l'a déjà gagné plusieurs fois. Mais on voit quand même que les entraîneurs qui sont passés du côté du PSG, mais en fait ils réussissent. Thomas Tuchel qui a repris Chelsea et qui fait quand même du bon travail. Unai Emery qui fait aussi du bon travail du côté de Villarreal. Alors est-ce qu'il n'y a pas autre chose du côté du Paris Saint-Germain? C'est un petit peu je sais pas, la question qu'il faut peut-être se poser avec Mauricio Pochettino qui a déjà dit que la saison prochaine, ils allaient faire un peu le ménage et puis il y a surtout eu, on va en parler tout à l'heure lors de Rennes PSG, des attitudes que l'entraîneur parisien n'a pas appréciées et qu'il va sans doute changer dans les semaines à venir, car il faut quand même rappeler que Mauricio Pochettino a hérité des joueurs qui sont en place actuellement. Il est arrivé en cours de saison, il n'a pas choisi les joueurs qui sont présents du côté du Paris Saint-Germain. Donc maintenant, la saison prochaine, c'est lui qui va faire son équipe. On parlera tout à l'heure d'une reconduction de joueurs au niveau du Paris Saint-Germain. Oui, on en parlera aussi, bien évidemment. Mais on va s'intéresser à la Ligue des Champions. Ce sont nos confrères de Maxi Foot qui nous donnent cette information qu'on avait vu passer, que Manchester City et Chelsea pourraient être délocalisés en Angleterre, parce que c'est un duel 100% anglais. Donc c'est vrai que la finale est prévue du côté de la Turquie, le 29 mai prochain, et pourrait très bien être délocalisé du côté de Wembley en Angleterre. C'est ce que révèle le New York Times ce dimanche. Donc c'est vrai que la Grande-Bretagne a classé la Turquie sur sa liste rouge Covid-19, donc celle des pays où il est normalement interdit de se rendre sauf motif impérieux. Et donc c'est-à-dire que les deux finalistes étant anglais, la délocalisation de la finale au pays faciliterait grandement les choses en termes d'organisation. Donc une réunion au sommet entre le gouvernement britannique et l'UEFA doit se tenir lundi à ce sujet, donc c'est-à-dire aujourd'hui. Donc déjà de privé de finale en 2020 en raison de la crise sanitaire, Istanbul va peut-être revivre le même scénario un an plus tard. En tout cas, on va suivre cette affaire. D'ailleurs, si tu vois des billes, Fred, d'ailleurs, sur cette histoire entre Man City et Chelsea qui pourrait se jouer du côté de Wembley, on est preneur. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour l'Europa League, c'est donc, je crois que c'est le 26 mai, la finale de l'Europa League, donc entre Villarreal et puis... Ah, alors on n'a pas fait son travail, monsieur Frédéric Pitch. Vous allez bientôt passer du côté de la compta, chercher votre chèque. Bon, ce ne sera pas un gros chèque. Manchester United, bien sûr. Oui, Manchester United. Et Manchester United, en cas de victoire, le troisième de Ligue 1 serait automatiquement qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc on ne sait pas encore qui c'est, puisque ça aussi, c'est encore des... Oui, mais à mon avis, les clubs vont soutenir Manchester United. Les clubs qui sont en lice. On ne sait pas entre Lyon et Monaco. Parce que le troisième de Ligue... Oui, tout est jouable encore. T'as déjà vendu la mèche, là. On en parlera tout à l'heure dans la partie Ligue 1. Mais là, on va s'intéresser au football féminin et puis on va regarder ce qui s'est passé en division 1. On passe au championnat de France, on est passé en Angleterre, on traverse la Manche. On revient, on traverse la Manche, on prend le ferry, l'Eurotunnel, en canoë, l'Eurotunnel, en canoë, à la nage, comme vous voulez, en espèce de... C'est quoi l'espèce de matériel qu'ils avaient essayé sur la Manche, qu'ils avaient essayé de faire la traversée avec l'homme vivant, pas l'homme vivant, oui, il était vivant puisqu'il conduisait la machine. Je ne sais plus ce que c'était comme appareil. Et puis, non, c'est pas un pédalo, non. Puis ils avaient fait un peu comme l'homme qui tombe à pic, la série. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. C'est vieux, quand même. C'est vieux, peut-être que je suis âgé. L'homme qui tombe à pic, quand même, c'est les années 80. Oui, puis alors, bien les années 80. Moi aussi, j'aime bien. C'est bien. Allez, je vous parle de la division... On sort un peu du sujet. Oui, on sort un peu. Là, on est parti dans la télé-nostalgie.
On va regarder ce qui s'est passé du côté de la division 1 Arkema, car il y avait des matchs ce samedi 8 mai. Bordeaux qui est allé s'imposer du côté de Montpellier 1-0. Guingamp et Reims font match nul 0 partout. Soyo a battu Fleury 1-0. Le dimanche 9 mai, le Paris Saint-Germain est allé s'imposer du côté du Havre 2-0. Les Parisiennes ont bien digéré cette élimination en demi-finale face au FC Barcelone. On en avait parlé lors de... Oui, face au FC Barcelone. Oui. Oui. Pourquoi j'avais dit quoi? Je crois que c'est CA Barcelone, tu avais dit, mais bon. Ah non, c'est le FC Barcelone. 2-0. Donc, et puis Lyon qui est allé s'imposer du côté d'ici 4-0. Et le Paris FC est allé s'imposer pas très loin de chez nous, du côté de Dijon, 1-0. Du côté du classement de cette division 1 Arkema, le Paris Saint-Germain est toujours en tête avec 55 points. Un petit point d'avance sur les Lyonnaises qui sont deuxièmes avec 54 points. Après, il y a un trou entre Lyon et Bordeaux. Il y a 10 points, 44 points. Et en bas de classement, on retrouve 11e et 12e. Ici avec 10 points. Et puis le Havre avec 5 points. Ça va être difficile pour le Havre. Comment? Ici, c'est ici les Moulineaux. Hein, pour oui, bien sûr, en région parisienne. Tout à fait. Un petit mot de la Coupe de France pour vous présenter quand même les demi-finales qui auront lieu donc le 12 mai avec tout d'abord Montpellier qui recevra le Paris Saint-Germain. Ce sera à partir de 21h. Et puis à 21h15, il y aura un club de National 2, c'est Rumilly-Vallière. Déjà, bravo à lui d'être en demi-finale de cette Coupe de France qui recevra l'AS Monaco. Donc ça va être des belles affiches. Donc les joueurs de Rumilly-Vallière n'ont absolument rien à perdre. Et c'est souvent ce qui fait le charme de la Coupe de France. Le petit peut battre le gros. D'ailleurs, Monaco fera peut-être tourner cette occasion un petit peu parce qu'ils ont des enjeux. Ils veulent absolument avoir cette troisième place. C'est un tour le micro. Peut-être que les Hauts-Savoyards rêveraient de Stade de France le 19 mai, puisque c'est déjà la semaine suivante, la finale au passage. Oui, ça va vite, parce qu'avec l'Euro qui arrive, forcément... L'Euro, c'est du 11 juin au 11 juillet, pour un rappel. Voilà, donc il faut que tout s'accélère très très vite. Eh bien, on va refermer cette page Coupe de France, puis on va ouvrir la page Ligue 1 pour regarder un petit peu tout ce qui s'est passé ce week-end, car il s'est passé des choses. C'est parti, jingle. C'est parti, on ouvre cette page Ligue 1, on ouvre la 36e journée qui avait lieu ce week-end, avec tout d'abord une rencontre avancée, et pas n'importe laquelle, avec le derby du Nord entre le Racing Club de Lens qui recevait l'équipe de Lille. Ce sont les Lillois de Christophe Galtier qui continuent leur marche en avant, eux qui veulent remporter ce titre de champion de France. Pour le moment, ils n'ont perdu que 3 fois, les Lillois sur toute la saison, c'est quand même pas beaucoup. Avec, forcément, quand on parle de Lille, on parle de Burak Yilmaz. 4e minute de jeu, penalty pour l'attaquant nordiste. Et il récidive avec un superbe but également à la 40e minute de jeu. Ça fait déjà 2-0 pour Lille. Et c'est Jonathan David, oui, à la 60e minute. Bon, c'est pas David et Jonathan. Pourquoi il y a les deux, il y a Jonathan David. Là, pour être David. Oui, c'est ça. Attends. Tu veux rester dans les années 80. Ouais, c'est ça. David et Jonathan. C'était un peu les souvenirs, forcément. C'était un peu. Nous excuser. C'était un peu les souvenirs. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Donc, on va écouter tout de suite les réactions de Franck Hez qui dit « On va rien dire sur les faits de jeu ». Il est en colère, l'entraîneur du Nord. Et puis Christophe Galtier qui dit « Ce groupe vit bien ». Ouais. On dit qu'il y a eu un match et il y a eu des faits de jeu. Il y a eu des faits de jeu. Je t'ai vu à la mi-temps déjà que tu étais un peu tendu. Mais c'est vrai que... Il y a des faits de jeu, tu les expliques comment tu as les faits de jeu. Déjà le penalty, l'expulsion, un peu tout ça. Et c'est vrai que quand on travaille toute une semaine, je me mets à la place de l'entraîneur, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de subir des choses. Ouais, je sais pas quoi dire. Sinon, on va dire que de toute façon. Ouais, non, mais voilà. Voilà, avec la défaite, je la mets sur le compte des faits de jeu. Alors, on va pas parler des faits de jeu. Voilà. On va dire que je suis déçu, c'est tout. Ouais, déçu parce que je trouve que malgré le fait qu'il y ait eu
cette ouverture du score, vous étiez bien dans le match après d'être revenu, vous avez vraiment posé des problèmes à Lille, c'est la première fois que je les vois aussi en difficulté d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est la première fois, en tout cas pendant 30-35 minutes, on a réussi à proposer des choses intéressantes. On a 2-3 situations qu'on joue. On prend le ballon avant. Après, forcément, il y a des contacts dans le football, mais le ballon il est bien pris avant et c'est vraiment bref. On fait 30-35 bonnes minutes et puis avec 2-3 situations qui sont intéressantes. On était plutôt bien dans le match. Et puis après, il y a. C'est un but d'extraterrestre là. Il y a un but un magnifique but et puis il y a le carton rouge. Donc après il n'y a plus beaucoup de matchs après. Tout le monde t'écoute là-bas sur le late parce que il pense que tu n'aurais pas dû gagner 3-0, que tu aurais dû perdre ce match. Non, c'est ça. Allez, on part sur de sérieusement. Le scénario. Le scénario, idéal. On marque sur une des premières occasions rapidement dans le match. En plus, après, il y a la supériorité numérique qui a fait que le match est devenu moins difficile. Et le magnifique but de Bourak, mené 2-0 à la pause, à 11 contre 10, évidemment que ce sont des bons signaux. Les joueurs ont été sérieux et voilà, on est sur notre dynamique. Dynamique, ça c'est dynamique. Que tu perds du poids, des cheveux blancs à chaque fois. Non, mais on sent vraiment qu'il y a une approche de l'événement, tu vois, que vous maîtrisez de plus en plus, je trouve. Oui, on essaie de mettre en garde les joueurs dans pas mal de secteurs, soit sur le relâchement, mais aussi sur la nervosité, d'avoir nos matchs, les commencer à 11, les finir à 11, la gestion des cartons. Et puis après, tout ce qu'il faut mettre dans ce genre de match-là, on n'a pas préparé le match par rapport au derby, mais par rapport à la situation des deux équipes. Je savais que ça allait être difficile à Lens, mais je répète encore une fois, le scénario est très 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 favorable à partir de ce moment-là. C'est vrai que quand on mène 2-0 et 3-0, ça devient plus difficile pour l'adversaire, automatiquement. C'est plus compliqué, c'est plus compliqué. À part un essai incohérent ou quelque chose comme ça, c'est dur de revenir. Non, mais ce qui me fait plaisir, c'est que on a mis du temps à dire que tu avais une belle équipe. On a mis du temps, je trouvais. Souvent, on a dit c'est un bloc, c'est ceci, c'est cela. Là, on a vraiment, même tes changements, les joueurs qui rentrent, tout ça et tout, quand même de la vitesse. C'est une vraie équipe de football, mais avec toutes les qualités d'une vraie équipe de football. Oui, c'est un groupe qui vit bien ensemble, qui accepte les choix. Pas tout le temps. Oui, j'ai vu. Qui accepte les choix, voilà. Et les uns travaillent pour les autres. Oui, on a longtemps dit que c'était un bloc, mais c'est un bloc. C'est un bloc équipe. C'est notre marque de fabrique. Mais après, voilà, il y a du talent, il y a de la générosité, et il y a surtout beaucoup de solidarité par rapport aux uns et aux autres. C'était Christophe Galtier qui est bien parti peut-être pour remporter le titre. C'est tout le bonheur qu'on lui souhaite à lui, et puis également aux Lillois. On va maintenant avancer dans cette Ligue 1. On va regarder ce qui s'est passé ce samedi à partir de 13h. Eh bien, c'est Nantes qui s'est imposé face à Bordeaux 3-0. Début signé Koulibaly, 19e minute de jeu. Imran Louza, 51e sur penalty. Et puis également Mouyani, 70e, qui parachève le score des Nantais. Avec un Antoine Camboré forcément fier de ses joueurs. Et puis un Jean-Louis Gasset qui, lui, tout simplement, que ses joueurs, il avait l'impression qu'ils étaient en fait tétanisés. De la fierté. Fierté parce qu'enfin on gagne à domicile. Un journaliste, un confrère, je crois que toute compétition confondue, c'était le 15e match qu'on n'avait toujours pas gagné à domicile. Donc enfin, moi en tout cas, en ce qui me concerne, je découvre cette joie de gagner en tant qu'entraîneur. C'est mon premier clean aussi avec cette équipe, donc voilà, c'est que du bonheur. Et félicitations aux joueurs, ils ont été énormes. Même si on s'est fait un peu peur en première mi-temps. Voilà. C'est encore fragile, mais c'est bien. Voilà. On prend 9 points sur 9. On marque des buts. Voilà, on n'en prend pas surtout. Que du bonheur. Un match tétanisé par l'enjeu. Pratiquement la même équipe qui avait joué avec le cœur contre Rennes, même s'il y avait eu des circonstances favorables. Là, aujourd'hui, on était battus dans tout. Dans la technique, dans l'agressivité, la récupération du ballon. Incompréhensible, passer d'un niveau pour certains joueurs la semaine dernière à ce niveau cette semaine. Il n'y
n'y a que la peur qui peut vous donner ça. Inquiet, mais en même temps, j'ai toujours l'espoir. Je sais que sur un match, on est capable de... Mais il faut que tout soit réuni, il faut qu'on démarre bien, il y a beaucoup de choses, quoi. On s'abat mentalement rapidement. Pour enrayer cette spirale, il faut trouver encore un levier. Non, c'est quand on lâche. Quand on lâche. On est faible mentalement. Donc le moindre accro derrière, on lâche à la mi-temps. J'ai dit, on joue pas un match pour se sauver, on joue pas un match de coupe. On les regarde et on attend quoi? On attend. Il faut trouver la solution. Il faut trouver la solution pour Jean-Louis Gasset, mais attention à cette équipe de Bordeaux qui glisse tout doucement en bas de classement. Et les équipes derrière, elles, si elles commencent à gagner, elles vont remonter. Donc, c'est pas encore fait. À 17h, Lyon recevait le FC Lorient et les Lyonnais n'avaient pas d'autre choix que de gagner pour continuer leur course et puis à rattraper, essayer de dépasser Monaco qui jouait, lui, ce dimanche. Eh bien, ils l'ont fait, les hommes de Rudy Garcia. 4-1, comme je vous le disais. Oussem Aouar, 53e minute de jeu, qui ouvre le score. On a un superbe contrôle de balle, un beau but. Également Lucas Paqueta, 65e minute de jeu. Guimarães qui va, lui, s'offrir un doublé, 71e sur penalty et 77e. Lyon mène alors 4-0, mais Lyon va encaisser un but par Monconduit à la 83e minute de jeu et on va en rester là. On va écouter Rudy Garcia qui lui regrette ce but pris en fin de partie et qui peut bien évidemment si les deux équipes sont à égalité, on peut aussi être départagé par le goal average, donc il n'est pas très content l'entraîneur lyonnais. Et puis également Christophe Pélissier qui lui parle, on avait déjà entendu cette formule, on a encore un point d'avance. Sur le plan du rythme, je pense qu'on était trop lent à la manœuvre en première période. On a manqué de vitesse de transmission. Pratiquement tout le monde rajoutait une touche de balle parasite, comme je l'appelle, ce qui fait que le jeu ne pouvait pas être rapide. En deuxième période, on a corrigé ça, on a mis plus de rythme. On a été certainement un peu plus déterminé. Et puis surtout, l'enchaînement d'Oussem Aouar avec son contrôle magnifique et son but nous ont permis de mener. Et contre ce genre d'équipe qui joue sur les attaques rapides, les contre-attaques et qui est bloc bas, il faut mener pour pouvoir les faire sortir un peu. Donc c'est vrai qu'à la pause, je suis d'accord, on n'était pas sûr de mener 4-0 à un moment. Pour pas finir sur une note négative, je l'ai dit quand même, parce qu'effectivement, j'aurais aimé qu'on gagne 4-0 et pas 4-1. C'est un but de trop, parce que dans le sprint final, tout peut jouer. Un but, ça peut se jouer à la fin. Une place sur le podium ou pas. Félicitations aux garçons, on a pris du plaisir à les voir évoluer. Tout le monde a bien apporté sa pierre à l'édifice. Sur la première mi-temps, on est arrivé à contenir cette équipe de Lyonnaise en faisant beaucoup d'efforts. On a même eu la situation avec Wyss d'ouvrir le score. Je crois que deuxième mi-temps, le talent et la supériorité de Lyon a parlé. À mesure où il marque en début de deuxième mi-temps, c'est compliqué après pour nous, à la fois dans les têtes, à la fois sur le plan athlétique. On a fait énormément d'efforts en première mi-temps et on le paye en deuxième mi-temps sur de la concentration, notamment sur le second but. Après, il y a un geste de talent sur le premier qui fait la différence. Sur le second but, ça part d'une touche où on manque de vigilance et de concentration. Mais c'est souvent lié aussi à la fatigue. Quand une équipe est supérieure, comme l'est Lyon, on est obligé de faire énormément d'efforts pour les contenir. Il aurait peut-être fallu ouvrir le score sur cette action de Wyss qui nous aurait peut-être mis un peu plus de force athlétique et mentale. C'est comme ça. Après, on sait qu'une fois qu'on est mené au score et qu'on s'ouvre un peu, le talent parle. On savait que sur les 3 matchs, on avait droit à un joker. Le joker a été utilisé, mais bon, on me dit que Nantes est à un point derrière, ok. Mais moi, je regarde qu'il y a Bordeaux un point devant. Donc, il ne faut jamais pas trop regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. Nous, on regarde celui à moitié plein. Il y a Bordeaux qu'on a la possibilité de rattraper aussi. Mais on a la chance, sur les 2 matchs qui arrivent, d'avoir notre destin entre les mains, puisque je rappelle quand même qu'on a encore un point d'avance.
On a encore un point d'avance. Et ça, c'était Pascal Duprat qui disait ça, hein, souvent. On a encore un point d'avance. Notamment l'avant-match contre Sochaux en 2014 pour la dernière journée de Ligue 1. Donc Christophe Pélissier a repris une formule qu'on avait déjà entendue. C'est bien ce qui me semblait. Allez, on va continuer cet épluchage, on va dire, de la Ligue 1 avec tout d'abord la rencontre qui avait lieu ce dimanche à 13h entre l'AS Saint-Etienne et Marseille. Un seul but dans cette rencontre, il est l'œuvre d'Arnaud Nordin, 43e minute de jeu. Et ça suffit bien évidemment au bonheur des Stéphanois. Et bon, on va écouter le buteur Arnaud Nordin. Il parle d'un match plutôt réussi pour les Verts. Et puis par contre, vous allez voir le gros coup de colère d'Alvaro González qui revient sur le fait que son équipe a été très nerveuse. Et il ne comprend pas pourquoi et il est fâché. Après, je suis plus content pour la victoire, quel que soit le buteur. C'est vrai que je suis super content d'avoir pu marquer. Et c'est vrai que ça a fait du bien à l'équipe. Donc je pense que tout le monde est content et je suis le premier satisfait. Oui, forcément, on est satisfait. On sait que c'était une saison très compliquée entre le Covid, les blessures et puis autre chose. Maintenant, on va dire entre guillemets, c'est fait. Mais il reste encore 2 matchs et on aimerait forcément ramener le plus de points possible pour terminer en beauté cette saison. On savait qu'on avait un petit peu de problème à domicile. Je pense que l'équipe s'est bien parlé au début du match. On s'est dit les choses, on se dit toujours les choses. Et puis voilà, je pense que c'est un match dans l'ensemble plutôt réussi. Et puis voilà, je suis super content. Et moi, il nous reste 2 matchs. Voilà, on joue Lille qui va sûrement être peut-être champion. Maintenant, nous, on va aller à Lille pour forcément gagner ce match. Et ils feront les comptes eux après, et puis nous aussi. Mais en tout cas, on va aller à Lille pour gagner ce match-là. J'ai vu qu'il était très énervé parce qu'on n'a pas d'envie aujourd'hui. Je crois que l'équipe ne comprend pas l'importance de ce type de match pour être l'an prochain en Europe. On a joué 30 minutes de 90 qu'il a un match. On attend aujourd'hui les résultats de Rennes. Après, on a besoin de gagner parce que sinon, on ne va être pas en Europe. C'est la réalité. C'était Alvaro González, le défenseur de l'OM, qui était en colère. Oui, Fred. On a une petite info mercato au niveau de l'OM. C'est le départ de Florian Thauvin. Oui, également. Pour les Tigers au Mexique, où il rejoindra un ancien Marseillais, André Pergignac. C'est ça, qui pourrait disputer d'ailleurs les JO André Pergignac avec l'équipe de France. Ouais, et donc ce sera donc en juillet prochain, donc en août prochain, donc pour les Jeux. Et puis on a eu le club qui a aussi un nouveau directeur d'Acom aussi, qui commencera le 15 juin. Il s'agit de Jacques Cardoz, un journaliste à France 2, âgé de 51 ans, qui prendra qui officiera au club à partir du 15 juin. Eh bien, ça fait du mouvement. Et puis également, Hiroki Sakai, 31 ans, 28 matchs en Ligue 1, et qui pourrait repartir du côté du Japon. C'est ce qu'indique Maxi Foot par l'intermédiaire du média Nikkan Sport. L'international japonais va quitter même le club phocéen lors du prochain mercato d'été. Il retournerait afin de rejoindre les Urawa Red Diamonds. Eh bien, ça bouge du côté de l'OM, des arrivées et des départs. Eh bien, oui, ça commence, ça sent la fin de saison, bien évidemment. Allez, une autre rencontre. Angers qui recevait Dijon. Victoire d'Angers 3-0 au début de signé Fulgini, 7e minute de jeu. Alakbé, 50e, mais contre son camp. C'est le gardien de but de cette équipe de Dijon. Et puis Loïs Diony, 89e minute de jeu. Lui qui a déjà joué à Dijon dans le passé. Ça fait 3-0. Une autre rencontre avec Nîmes qui est allé s'imposer du côté de Metz 3-0. Ça, c'est vraiment une belle opération pour les Nîmois en vue du maintien. Fomba, 61e minute de jeu. Ensuite, c'est Renaud Ripard, 67e sur pénalty. Et puis Ferrat, 89e, qui parachève la victoire de cette équipe de Nîmes. Et du côté de Nice-Brest, il y a eu beaucoup de buts dans cette rencontre. 3-2 avec des buts signés Steve Mounier, 4e minute de jeu. Steve Mounier qu'on avait déjà reçu ici à l'époque. Du côté quand il était donc dans son équipe, je me rappelle plus quelle équipe, mais ça va me revenir en Ligue 2, qui ouvre le score, et ensuite c'est Ronny Lopez qui va égaliser pour Nice avant que Steve Mounier redonne l'avantage à cette équipe de Brest, 2-1. C'est ensuite Boudaoui, 61e, qui égalise pour cette équipe de Nice, et c'est finalement Hassan Kamara, 89e, qui donne surtout la victoire à cette équipe de Nice. On va regarder tout de suite les réactions dans cette rencontre avec
Tout d'abord, la réaction d'Adrian Urcia qui lui dit « Ce match gagné est une belle réponse du groupe à tout le monde ». On entend souvent que l'équipe a lâché, mais elle a toujours essayé de performer. Et puis également, Brendan Chardonnay, vous allez voir, il est vraiment très en colère. Je l'explique pas, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible de perdre ce match-là. On l'avait en main, on menait 2-1, et ils prennent un carton rouge. Voilà, il nous faut quoi de plus? Il nous faut 5 buts d'avance pour gagner un match. C'est pas possible de perdre ce match-là, surtout dans ce sprint final où tous les points comptent. J'arrive pas à comprendre. On sort énervé depuis le mois de janvier. On sort énervé de pratiquement chaque match. Il y a rien qui se passe. C'est pas possible. On veut des actes sur le terrain. Au bout d'un moment, c'est bien beau de se dire les choses, mais si on les met pas en pratique sur le terrain, ça sert à rien. Ne venez pas sur le terrain, c'est pas possible. Bien sûr, on le sait qu'on joue avec le feu. On le sait. J'espère que c'est dans la tête de tout le monde, parce qu'il faudra que des guerriers. Il faudra que des guerriers et que des mecs qui ont envie que le club de Brest soit en Ligue 1 l'année prochaine. Bon, vous avez vu, il est en colère, Brendan Chardonnay. Il en veut à son équipe de ne pas avoir fait les efforts pour ramener ces 3 points du côté de Nice. On va s'intéresser à notre rencontre entre Strasbourg et Montpellier. Ce sont les Montpelliérains qui s'imposent 3-2 dans cette partie. Des buts signés Gaëtan Laborde, 36e minute de jeu. Ensuite, c'est Andy Delors, 46e minute de jeu. Les goléadors de Montpellier, comme on peut les appeler. Et ensuite, c'est Gaëtan Laborde qui inscrit le 3-0 pour cette équipe de Montpellier qui s'est fait peur, car en seconde période, Ajorc, lui, réduit le score, 69 minutes de jeu, avant que Zoé ne réduise encore le score, 3-2, mais finalement Montpellier va s'imposer dans cette partie. Une autre rencontre qui intéresse pour la Ligue des Champions la saison prochaine, c'est l'AS Monaco qui se déplaçait du côté de Reims. Victoire 1-0 des hommes de Niko Kovac, Matarazzo, 20e minute de jeu. Et on va en rester là dans cette partie. On va regarder les réactions. La réaction de David Guillon, qui n'a pas trouvé que Monaco semblait relâché, comme certains voulaient bien le prétendre. Et puis Niko Kovac, qui lui revient sur la fin de partie de son équipe, qu'il a trouvé un peu nerveuse. Je dirais qu'avant le match, on était 4e, mais il n'y avait pas de pression particulière sur nos épaules. C'est vrai que nous, tout ce qui nous arrive actuellement, il faut profiter, il faut savourer. Je dirais clairement que la pression, elle n'est pas sur nos épaules, elle est plutôt sur Lyon, parce que Lyon n'a pas joué la Champions League cette saison. S'il ne la joue pas l'année prochaine, eh bien, ce serait la 2e année. Donc nous, il faut vraiment qu'on se concentre sur nous, qu'on savoure, parce que tout ce qui arrivera au-dessus de la 4e place, c'est du bonus pour nous. Donc il n'y a pas de pression, et tout ce qu'on peut accomplir encore, c'est du bonus, et ce sera encore mieux. Et au moment où on pense peut-être qu'on peut commencer à les faire douter, il va nous faire rentrer Golovin, il va nous faire rentrer Martins. Ils ont le banc, ils ont le groupe, ils ont vraiment des garçons qui sont très complets. Et puis ils ont aussi une grosse valeur athlétique qui fait qu'ils usent. Et souvent, ils sont très performants en seconde mi-temps. On a réussi en seconde mi-temps à les bousculer un petit peu, mais sur nos temps un peu plus forts chez eux, on n'a pas été capable d'en mettre une au fond. Donc voilà, c'est à travers ce match-là, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Il faut qu'on soit tous les 15 qui ont joué. Il faut qu'on soit tous à 100%. Et puis il faut aussi avoir un peu, comme on dit, les planètes alignées pour embêter ce genre d'équipe. C'était l'entraîneur David Guillon. Il reste une rencontre dans cette 36e journée avec le Paris Saint-Germain qui s'est placé du côté de Rennes. Eh bien, ça a été compliqué pour les Parisiens, car ils ont ouvert la marque, par Neymar, 45e minute de jeu sur penalty, mais ensuite c'est Guirassy, le Rennais, qui va réduire le score, 1 but partout. Mauvaise opération en vue peut-être d'obtenir le titre pour les Parisiens. On va en rester là. Et on écoute tout de suite la réaction de Bruno Genesio, qui lui est plutôt fier de son groupe. Et puis Moïse Kean, on lui pose la question, il dit pourquoi perdu, on va se battre jusqu'au bout pour le titre. Ouais, on a senti qu'ils n'étaient pas bien, on a senti qu'il y avait la place pour gagner. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on s'est créé beaucoup d'occasions. Mais c'est une équipe avec de grands joueurs, avec un grand gardien qui a fait des arrêts extraordinaires, qui a permis à son équipe de rester dans le match. Mais en tout cas, c'est le visage qu'on voulait montrer.
à la fois dans l'animation défensive, mais aussi dans l'utilisation du ballon. Et ce qu'on a fait ce soir, si on est capable de le reproduire sur les deux prochaines journées, je pense qu'on sera récompensé. Non, on joue pour gagner. L'objectif, c'était de gagner parce qu'on avait besoin des 3 points pour reprendre notre destin en main, ce qui n'est pas le cas en prenant 1 point ce soir. Par contre, bien sûr, il y a de la fierté aussi d'avoir vu mon équipe, mon groupe se comporter comme elle s'est comportée ce soir, à la fois dans l'état d'esprit, mais aussi dans la qualité du jeu qu'elle a produit. Qu'est-ce qui a manqué au PSG ce soir pour arracher ces 3 points qui étaient si importants? On a joué un bon match. On n'a pas pu concrétiser avec 2 buts. On n'a pas eu de chance. Mais l'équipe était bien. Eux ici, ils sont une bonne équipe. Mais on a joué très bien, je pense. Il nous a manqué un peu le dernier geste. Ouais, le dernier geste. Et pourtant, ce match nul, il est terrible pour Paris. Est-ce que Paris a perdu le titre ce soir? Vous êtes à 3 points de Lille, il reste 2 journées. Pourquoi perdu? Vous y croyez encore? Bah oui. Nous, on croit toujours à le premier poste. C'est à nous maintenant de gagner, de croire tous les matchs. C'est pas encore perdu, on croit tous les matchs, on s'entraîne jusqu'au bout. Mais il faudra un miracle maintenant, Moïse, quand même. Ouais, mais nous, il faudra un miracle, mais nous, on donnerait, si c'est à nous, on donnerait le 100% pour gagner le premier poste. Merci beaucoup. Et oui, ils vont se battre jusqu'au bout, les Parisiens, mais ça semble très compliqué. Prochaine journée sera la 37e journée. On retrouvera toutes les rencontres à 21h. Vous connaissez, 37e, 38e journée. À 21h, Lille-Saint-Etienne, Monaco-Rennes, Marseille-Angers, Nice-Strasbourg, Nîmes-Lyon, Paris-Saint-Germain-Reims, Bordeaux-Lens, Montpellier-Brest, Dijon-Nantes, Lorient-Metz au classement. Lille toujours en tête, 79 points. Deuxième, le Paris-Saint-Germain, 76 points. Troisième, Monaco, 74. Quatrième, Lyon, 73 points. 5e Marseille, 56 points. Et on retrouve en bas de classement 18e, 19e et 20e place. Nantes, barragiste, 37 points. Nîmes, 35 points. Et puis 20e Dijon, 18 points, mais déjà relégué en Ligue 2. Kylian Mbappé, on est à 25 buts au classement des buteurs. Memphis Depay, le Lyonnais, 19 buts. Et Wissam Ben Yedder, le Monégasque, on est à 19 buts également. Eh bien, on va refermer cette page Ligue 1.